Bonjour à tous et à toutes, voici le best-of de la dernière émission du mois d'août de Light & Smart. Donc c'est vrai qu'à long terme, il peut y avoir des coûts économiques aussi en termes de productivité, d'innovation, puisqu'on voit de nombreuses études qui montrent qu'une période beaucoup trop prolongée sur un télétravail fait qu'on a moins de synergie, on avance moins vite sur des projets et justement l'innovation elle est moindre. Donc clairement, en fait, je pense qu'en France, on a arrivé quand même à baisser les contraintes sanitaires plus vite qu'ailleurs. C'était aussi le cas en Italie, même si on a fait différemment, parce que l'Italie avait imposé le port du masque à l'extérieur dès le début du déconfinement, chose qu'on n'a pas faite en France. Et donc, on voit aujourd'hui qu'ils ont quand même des chiffres très, très bas. De toute façon, globalement, il n'y a pas un pays européen qui a fait la même chose que le voisin. Hein, donc, et ça, je pense que c'est le côté difficile. Le côté difficile où, globalement, on a tous souffert, on a tous été plus ou moins confinés. OK, on comprend pour différentes raisons, des décisions politiques, mais derrière, sur un déconfinement qui était plus ou moins concomitant, on n'a pas su mettre en place à peu près le même pas de déconfinement. Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est déjà le risque de faillite en cascade. C'est évident que si vous avez deux clients qui représentent 50% de votre chiffre d'affaires qui sont dans le tourisme et qui sont des acteurs du tourisme, si vous les perdez, vous risquez vous-même d'être en faillite. Donc la première chose, c'est la cascade de tous les acteurs qui sont liés les uns avec les autres. L'effet domino. Ouais. L'effet domino. Tous les sous-traitants des fabricants d'avions, concrètement à Toulouse, je crois que c'est des milliers de fabricants qui, en ce moment, aujourd'hui, peuvent se retrouver de jour au lendemain en risque de faillite. Donc ça, pour moi, c'est le principal risque. Et depuis quelques mois, effectivement, on vit dans on vit pas la vraie vie, parce qu'entre le PGE, le chômage partiel et l'abandonnement, quelque part qu'il y a eu sur le droit des faillites, on ne pouvait pas tomber en faillite. Oui. Ah bah de fait, sur le premier semestre, il y a eu moins de faillites que l'année dernière. Il y a eu 40% de faillites en moins d'un an. C'est quand même assez exceptionnel. Donc contre-intuitif, on va dire, mais c'est lié à toutes ces mesures. Ouais. Donc là, on se retrouve dans la phase la plus critique, effectivement, où toutes les sociétés qui étaient déjà en difficulté avant le Covid ne pourront pas passer cette phase-là. Ouais. Dans ces fusions, pour moi, il y a, quand on dit plus on est gros, mieux on se porte, je dirais que oui, pour LVMH, c'est vrai. Quand LVMH achète des bijoux Tiffany parce qu'il n'a pas une branche bijoux qui lui semble assez étoffée, plus il est gros, mieux il se porte parce qu'il est sur le marché de la montre, du sac, de la mode, du bijou. Là, on est sur des gens qui font le même métier. Quasiment. Alors, on dit qu'il n'y a pas de doublon. À part la France, il y a une complémentarité géographique qui, je crois, est très bonne. Encore une fois, la gestion de l'eau sera abandonnée à un fonds qui s'appelle Meridiam, je crois. Enfin, c'est ce qui est, en tout cas, c'est ce qui est sur l'eau en France, oui. Sur l'eau en France, c'est un fonds d'investissement. Et puis, ça favorisera des concurrents comme SOR qui pourront peut-être avoir accès à des marchés qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Mais voilà, après, ça restera plus compliqué parce que on n'ajoute pas des métiers, on n'ajoute pas des savoir-faire. Quand LVMH ajoute des savoir-faire dans son monde du luxe, là, ils n'ajoutent pas vraiment de nouveaux métiers ou de nouvelles choses.